On entend la porte qui grince du studio et on entend des bruits de pas, mais personne s'annonce. Moi, je pense qu'il lui est arrivé quelque chose et que là, c'est l'un des méchants qui est rentré dans le studio et qui vient pour nous enlever. J'entends au loin comme si mon beau-père était bâillonné et qu'il gémissait de douleur en fait. Et là, dans ma tête, je me suis dit, bah ok, on va pas revoir le jour en fait. J'étais une enfant très timide et réservée. Mes parents se sont séparés, j'avais 10 ans et nous sommes partis vivre avec notre mère. Ma mère rencontre mon beau-père 1 an après la séparation avec mon père. C'est un homme très gentil, bienveillant et c'était un bûcheron. Le comportement qu'il a avec nous, il est très réservé. On parle pas beaucoup, mais il s'occupe de nous. Il nous emmène à l'école, il vient nous chercher, il nous aide aux devoirs. Il est vachement présent quand même. Il emménage très vite chez nous et quelques semaines plus tard, il reçoit des lettres de menaces le concernant lui. Ma mère pense que c'est notre père qui est jaloux qu'elle refasse sa vie. Quelques semaines après, on a eu les voitures cassées, les vitres cassées, les pneus crevés. Et suite à ça, on a encore reçu des lettres et on a préféré déménager. Je dois avoir entre 12 et 13 ans, par là. Les lettres ont continué et un jour, c'est ma mère qui a reçu une lettre. Je lis la lettre, dans la lettre, il y a un plan où il était écrit que ma mère doit le retrouver à tel endroit dans le bois. Là, ma mère, elle panique et je lui dis que c'est sûrement une mauvaise blague et qu'il va rentrer à midi comme tous les jours. On attend midi, mon beau-père est toujours pas rentré. À 12h30, on reçoit un appel inconnu. Donc ma mère, elle met sur haut-parleur et c'est un homme avec une voix assez nerveuse, très nerveuse, qui demande à ma mère où elle se trouve parce qu'il va tuer son mec. Cette voix-là est totalement inconnue et à côté de cette voix-là, on entend mon beau-père gémir comme s'il était bâillonné en fait. Donc là, je commence à prendre ça au sérieux et ma mère appelle donc la police. Il y a eu 7 brigades et un hélicoptère à sa recherche. Ils l'ont retrouvé 7 heures plus tard en train de fumer une cigarette dans un champ. Pas blessé, pas tout seul. Suite à ça, ils vont tous les deux au commissariat. Lui avoue être l'auteur des lettres depuis le début et de sa pseudo-séquestration dans le bois. Ma mère le quitte sur le champ. Elle rentre à la maison, elle nous explique un petit peu la situation. La semaine qui a suivi, il harcèle ma mère au téléphone. Ma mère ne lui répond pas et elle finit par craquer. Il lui explique que c'est mon père qui a engagé des tueurs à gages pour le tuer lui et qu'il n'a pas eu le choix que d'avouer être l'auteur des lettres pour nous protéger. Donc ma mère décide de le récupérer. Ma mère ayant un profil psychologiquement instable, je pense que ça a facilité le fait qu'elle le réaccepte aussi vite dans nos vies. Il retourne vivre chez nous. Je finis par y croire parce que je suis une enfant, je vois que ma mère, en tant qu'adulte, elle y croit. Et un parent, c'est la sécurité, donc j'y crois. Quelques semaines après, il revient du travail avec des gros cocards, les bras tailladés en sang. Et il nous dit qu'il s'est refait attaquer par des tueurs à gages. Donc là, personnellement, moi je panique assez de le voir comme ça. C'est assez effrayant de voir la personne que tu considères comme ton deuxième papa dans un état pareil. Et je commence à ce moment-là à en vouloir à mon père. Il voulait pas porter plainte contre mon père parce que c'était notre père en fait. Donc il voulait pas que ça nous blesse. Donc il préférait prendre sur lui, encaisser et rien faire. Il faut savoir que mon beau-père, c'est un ancien tireur d'élite. Lors d'une sortie, il s'est lié d'amitié avec 2 hommes qui, eux aussi, sont des anciens tireurs d'élite. Donc du coup, mon beau-père s'est un peu confié à eux sur notre histoire. Du coup, mon beau-père nous explique qu'on va avoir 2 hommes qui vont surveiller chaque fois qu'on va sortir de la maison, qu'on va être sur écoute également, toujours pour nous protéger. Ces hommes-là, lui, il a le droit de les voir. Ma sœur, ma mère et moi, on n'a pas le droit de les voir, on a le droit de leur parler à travers une porte ou avec un foulard sur les yeux pour qu'ils gardent leur anonymat. Il y en a un qu'on a surnommé l'Américain parce qu'il avait une voix américaine et le deuxième le balafré parce qu'il nous avait expliqué qu'il s'était pris une grenade au niveau de la tête et il parlait avec la moitié du visage paralysé. Ils avaient tous les deux une voix totalement différente. Du coup, avec ma sœur, on grandit avec l'image d'un père qui est monstrueux. Mon beau-père et ma mère décident de déménager à 600 km de là. On n'a prévenu personne. On a pris quelques affaires et on est parti en pleine nuit. J'ai 16 ans à ce moment-là. On arrive dans une station de ski, mais qui est hors saison, du coup.
Donc on nous dit qu'on peut y rester que 6 mois. On est vraiment seul dans la station. On est à 4 dans un 24 mètres carrés. Très vite, mon beau-père remarque qu'on a été suivi. Comment il le remarque, je ne sais pas. Et les 2 hommes, donc l'Américain et le Balafré, qui sont eux aussi venus avec nous, décident d'implanter une puce au niveau de la tempe de mon beau-père pour le joindre en cas de danger. Les 2 hommes ont donné aussi une sorte de micro à mon beau-père qu'il avait toujours sur lui pour communiquer. J'entendais absolument pas de retour. Il y avait que lui qui parlait dans le micro. Si par exemple il devait dire à l'endroit où on était, mais il n'y avait pas de réponse. Eux, ils répondaient pas. En fait, ils faisaient uniquement vibrer la puce dans la tempe. Et quand ils faisaient vibrer la puce, fallait que, peu importe où on était, si on était en voiture ou dehors, fallait qu'on arrête ce qu'on faisait, que ma mère, ma soeur et moi, on s'abrite, et lui, il allait les retrouver pour parler du danger qui était autour de nous. Une nuit, mon beau-père se fait vibrer, donc il se réveille en panique, nous réveille et nous demande d'aller nous enfermer dans la salle de bain le temps qu'il revienne. Et que surtout, on a interdiction de sortir tant que lui n'est pas rentré. Donc nous, à moitié réveillés, on écoute, on va dans la salle de bain, on s'enferme et on attend. Il revient, il se présente, il nous dit que c'est bon, on peut sortir, qu'il s'est battu, mais que c'est bon, c'est maîtrisé, et il rentre jamais dans les détails. Il nous dit à chaque fois que c'est bon, c'est fait, on est tranquille. Donc après, on repart, la routine. Les jours passent, les semaines passent, et ça devient automatique. On ne va même plus se coucher dans nos lits, en fait. On va directement dormir dans la salle de bain. Je pense que j'ai peur. Ma mère, par contre, elle est de plus en plus paniquée. C'est plutôt elle qu'il faut rassurer, qu'il faut prendre en charge, entre guillemets, émotionnellement. Ma petite sœur, à ce moment-là, je pense qu'elle comprend pas non plus ce qui se passe. Et je vois que j'ai pas le choix de prendre un rôle qui n'est pas le mien, mais je vois que ma mère, psychologiquement, elle est pas dispo pour nous rassurer et nous protéger. Lui, c'est vrai qu'on le voit vraiment comme un dieu, finalement. Et je pèse mes mots, vraiment, on le voit, on le chouchoute, parce que tu te rends compte, il vit ça pour rester avec nous. Il s'inflige ça. N'importe qui serait parti, mais lui non, il continue, ça veut dire qu'il nous aime énormément. Il y a une fois où pareil, le rituel de la salle de bain, on attend que mon beau-père se prononce en rentrant, sauf que là on entend la porte qui grince du studio et on entend des bruits de pas, mais personne s'annonce. Et du coup, tout de suite, en tout cas moi, je pense qu'il lui est arrivé quelque chose et que là c'est l'un des méchants qui est rentré dans le studio et qui vient pour nous enlever. Personne ne parle. Ma mère appelle mon beau-père, elle n'a pas de réponse, donc elle commence à paniquer, à pleurer à chaudes larmes. Moi, j'avoue que je commence aussi à m'inquiéter. J'entends au loin comme si mon beau-père était bâillonné et qu'il gémissait de douleur, en fait. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ok, on va pas revoir le jour, en fait. Quelques longues minutes, je dirais après, on entend toquer à la porte de la salle de bain. C'est l'Américain qui s'annonce en nous disant que mon beau-père est gravement blessé, qu'il a besoin que ma mère vienne avec lui pour l'aider à le soigner, lui trouver la trousse à pharmacie, enfin tout ça. Et moi, à ce moment-là, je dis à ma mère, mais il est hors de question que tu sortes. Je sais pas ce qu'il y a derrière, personne ne sait, tu sors pas. Et l'Américain me parle en me disant, mais tu peux avoir confiance en moi, je suis là. Donc je finis par accepter que ma mère sorte. L'Américain nous a dit, vous cachez les yeux, en parlant de ma sœur et moi, on se cache les yeux. Il passe un bandeau à ma mère à travers la porte, elle se bande les yeux et il lui dit, je vais te prendre par le bras. Et moi j'ai voulu regarder. Du coup j'ai entrouvert mes doigts et j'ai vu dans le miroir que c'était le bras de mon beau-père. J'ai reconnu son t-shirt et ses grains de beauté sur les bras. Et là, je me suis pris une claque et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est censé être blessé, par terre. J'en ai parlé à ma mère le lendemain. Je lui ai dit, écoute, j'ai reconnu son bras, son t-shirt, ses grains de beauté. Moi, ça me paraît étrange. Et c'est vrai que elle m'a cru, mais c'était pas assez pour qu'on ouvre les yeux sur la situation. La saison de ski va ouvrir, donc on doit malheureusement quitter le logement qui va être reloué derrière. Donc on emménage dans une maison au milieu des bois avec très peu de voisins.
Et là, il nous dit qu'on va vivre les volets fermés parce qu'on risquerait de se faire surveiller ou de se faire prendre une balle perdue aussi si les tueurs à gages sont armés. Lui passe ses journées à regarder les montagnes avec ses jumelles. Ma mère a le droit de sortir pour aller travailler, ma petite sœur a le droit de sortir pour aller à l'école. Moi, j'ai pas le droit de sortir. Donc je passe mes journées à regarder la télé, à m'occuper comme ça. Un jour, il part faire des courses et on entend toquer à la porte. C'est l'Américain qui se présente en nous disant que il s'est fait renverser par une voiture et qu'il est dans le coma, que lui va devoir loger chez nous pour lui faire ses soins. Donc on n'avait pas le droit d'aller dans la chambre parentale, là où lui et mon beau-père allaient être. J'en avais marre de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir de vie d'adolescente, parce que ça commençait à faire long cette histoire et je commençais à douter aussi de pas mal de choses. Et quand j'ai vu que l'Américain était dans la salle de bain avec ma mère, je me suis dit je vais pas avoir une deuxième chance d'aller vérifier si tout ça est vrai. Du coup je me suis dit je vais aller vérifier dans la chambre. Si mon beau-père est dans le lit, dans le coma comme il le prétend, c'est que tout est réel. Par contre, s'il n'y a personne, c'est que tout est faux. Donc du coup, je traverse le salon à quatre pattes, de peur que l'Américain ouvre la porte, parce que je devais passer devant la salle de bain. J'arrive devant la porte de la chambre parentale. Je respire et j'ouvre la porte. Et là, je sens mon sang qui se glace de la tête aux pieds, parce qu'il n'y a personne dans le lit, personne dans la chambre. Là, je retourne vite dans la chambre. J'ai jamais couru aussi vite. Et tous les morceaux s'assemblent. Là, il y a tout qui me vient dans la tête. Tout est faux. Mon beau-père, l'Américain et le balafré, c'est une seule et même personne. J'ai qu'une envie, c'est de le dire, sauf que j'ai pas envie d'être la raison qui va faire exploser la bulle. Puis la peur aussi de pas être cru, parce que on vit dans ce monde-là depuis 6 ans quand même. Donc on a grandi dans cet univers-là. Donc tout exploser, je sais pas... J'avais pas envie de porter ça. Quelques jours ou quelques semaines après, il sort du coma. Donc pareil, à tour de rôle, on continue d'aller le voir, de lui parler parce qu'il est très affaibli. On prend soin de lui, on le chouchoute encore. J'en ai profité que quand ma mère était au travail et ma sœur à l'école, pour abuser de moi. La première fois, il est venu me voir dans ma chambre en me disant que le lecteur DVD de ma sœur ne fonctionnait pas. J'y suis allée. D'un coup, j'ai senti une atmosphère un peu particulière, je ne saurais pas dire quoi exactement. Et quand je me suis relevée, j'ai vu qu'il avait fermé la porte et que là, il avait son poignard à la main. Il m'a dit de m'asseoir et il m'a dit si tu fais ce que je te dis, je m'en prendrai pas à ta sœur. Donc là, j'ai compris ce qui allait se passer et je me suis dit j'ai pas le choix. Pendant ce temps-là, j'arrêtais pas de penser à ma sœur en fait. Enfin, voilà, je pensais qu'à elle et puis j'ai attendu que ça se finisse. J'avais pas trop le choix. Après, je suis vite allée dans la salle de bain où là, je me suis assise dans la douche je me souviens avec le jet comme ça, à me sentir sale, à être dans un autre monde en fait. Le lendemain, ça a été la même chose. Sauf que le lendemain, il n'a pas eu besoin de parler, il est directement venu dans ma chambre, il m'a montré le poignard et je l'ai suivi. Il est silencieux tout le long. Moi, je me souviens juste serrer de toutes mes forces la couette, serrer vraiment toutes mes forces, d'avoir la tête qui fixe le mur blanc, et je pense qu'à ma sœur, et je me dis, mais ça va aller, en fait. C'est la seule chose que je me dis, et à la fois, je me vois aussi au-dessus de la pièce. Je vois la sienne, alors que lui, je le regarde pas. Les abus ont continué durant plusieurs semaines et des fois plusieurs fois par jour. Et un jour, je vois, entre guillemets, donc c'est encore bizarre à dire, mais je vois que je ne l'intéresse plus. Et je vois aussi qu'il se rapproche de ma sœur. Il passe plus de temps avec elle, il lui parle de plus en plus, et moi j'ai peur en fait, à ce moment-là. Et je me dis que soit je parle, ou soit il va lui arriver la même chose. Donc du coup, je n'ai pas la force de le dire à ma mère dans les yeux, donc je préfère lui écrire sur une feuille. Je lui donne, et elle a une réaction qui me choque, dans le sens où elle vient et elle m'insulte. Donc elle repart,
Et moi, je me prends une deuxième claque parce que je me dis, ben, j'ai rien fait. Enfin, c'est pas moi. Et ces insultes, c'était que je lui ai volé son mec, que je suis une salope. Elle revient quelques minutes après et là, elle fond en larmes. Elle me dit qu'elle est désolée, qu'elle allait m'aider, qu'elle allait nous sortir de là. Enfin, voilà. Et là, ouais, ça me fait du bien. Elle, ça a été cette claque-là qui lui a fait ouvrir les yeux, je pense, sur la situation. Et elle a dit, elle m'a dit, bah écoute, on va préparer notre suite. Donc sur plusieurs jours, on a rassemblé des affaires qu'on cachait un peu partout dans la maison. Moi, comme j'avais très peur à ce moment-là, parce que mon beau-père, il avait changé, son regard était devenu très vide, très sans émotion. Et pour moi, il allait nous tuer. Dans la semaine qui suivait, je pense qu'il allait passer à l'acte. Un jour, j'ai accompagné ma mère a accompagné ma sœur à l'école. Lui, il s'est pas posé de questions parce que il avait confiance en nous. Donc on a déposé ma sœur à l'école et on est parti porter plainte. Et de là, on a été entendus plusieurs fois. Les policiers nous m'ont dit que ma mère et ma sœur devaient rentrer, sinon ça allait faire louche. La police a donné un téléphone d'urgence à ma mère. Et moi, je suis partie à l'hôpital faire tous les examens nécessaires. Arrive le moment où c'est l'interpellation. Vu qu'il était armé, la police, les policiers avaient les boucliers, des armes. Enfin, c'était digne d'un film d'action. C'était très, très dingue de voir ça. Et ils le sortent menotté. Ce jour-là, il regarde ma mère avec un regard démoniaque. Et là, je me dis, ok, donc il reviendra se venger un jour, en fait. Les prochains jours, c'est un peu flou, je m'en souviens pas exactement. Je sais qu'on a fait un grand nettoyage dans la maison, qu'on n'a pas eu le choix aussi de rester dans cette maison-là quelques temps, parce que pas d'argent pour partir. Moi, j'ai essayé de ressortir aussi, donc au début, ça a été compliqué. Je sortais sur la terrasse, je faisais un pas après l'autre, en fait. Voilà. 1 an après, il y a eu le procès qui a duré 2 jours. Donc c'est la première fois que je revoyais mon père, du coup, depuis tout ce temps, donc 7 ans après. Mon père était très distant. Et il en voulait à ma mère, en fait, d'avoir cru à toutes ces bêtises et de nous avoir mêlés à ça aussi. Donc il ne m'a pas défendu, il a défendu mon agresseur à la place. Alors il a eu 13 ans de prison et il en a fait 9. Et là, ça doit faire 3 ans qu'il est dehors. Au début, ça m'inquiétait énormément parce que je me suis dit, il va revenir. Parce que pour moi, il allait revenir se venger. Et finalement, entre-temps, je suis devenue maman aussi. J'ai grandi, je suis devenue adulte. Et aujourd'hui, je pense pas qu'il reviendra. J'ai repris contact avec mon papa. Ça a été très compliqué pendant quelques temps. On n'arrivait pas à se comprendre. Parce que moi, je défendais beaucoup ma mère. Et lui, il comprenait pas que je la défende alors qu'elle a laissé faire. Et donc du coup, ça a été très compliqué le premier contact. Aujourd'hui, on se parle, on arrive à se parler correctement. Ça a été très 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 compliqué pendant quelques années, vraiment très compliqué. Mais ma relation aujourd'hui avec ma mère, ça va mieux. Les séquelles que j'ai, j'ai une amnésie traumatique. Puis la confiance déjà envers les hommes, envers l'être humain tout court finalement. Je me suis sentie surveillée encore très longtemps. Il y a pas si longtemps, je me sentais encore surveillée chaque fois que j'allais dehors. J'ai de temps en temps l'impression d'être sur écoute alors que c'est faux. Je fais confiance en personne quand je dois laisser mes enfants quelque part. Je n'accepte pas de les laisser à des inconnus. Et même des gens que je connais, je n'accepte pas. Et je suis aussi un peu parano, on va dire. J'ai l'impression de voir mon agresseur tous les jours, peu importe où je vais. Voilà, il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Je me fais suivre, je fais plusieurs thérapies. Je pense qu'il faut suivre son instinct, faut s'écouter. Et je voudrais aussi remercier ma petite sœur qui m'accompagne à chaque fois et que je trouve incroyablement forte.